Imaginez que vous viviez la meilleure vie possible, une belle petite amie et une puissante équipe d'aventuriers, jusqu'à ce que tout s'écroule. L'homme que vous pensiez être votre figure paternelle a tout déclenché. C'est exactement ce qui est arrivé à Nick l'épéiste. Sa petite amie Claudine l'a quitté après qu'il ait perdu sa place dans l'équipe d'aventuriers. De plus, son mentor Argus l'a mis à la porte. Nick est assis près d'une fontaine sous la pluie. Il rencontre une femme qui se présente comme une idole. Elle l'accompagne parce que les idoles comme elle existent pour rendre les gens heureux, alors elle lui donne un mot et son parapluie, lui disant qu'elle sera à Southgate Hall le lendemain. Cette fille est Agathe et Nick consacre sa vie et son argent à l'idole, mais comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, il va à la guilde des aventuriers. Cependant, son esprit est brisé par son ancienne figure paternelle, après que son estime de soi a été anéantie. Tout le monde profite de la fête, sauf lui. L'un après l'autre, des solitaires commencent à s'asseoir à sa table, la seule où il y a des sièges vides. Il aperçoit une femme coiffée d'un chapeau violet à large bord et Nick détermine qu'elle vient d'une famille riche. Est-elle une sorcière? Ou s'agit-il en fait d'un assassin? Son attention se porte sur l'ecclésiastique, qui sent la femme. Il n'a pas de médaille sur lui, ce qui indique qu'il a peut-être été excommunié. Ensuite, il y a la race des dragons. D'habitude, ce sont de puissants guerriers, mais celui-ci ressemble à un animal battu. Nick se dit qu'il n'est peut-être pas fait pour l'aventure. Avant de boire sa bière, il porte un toast en pensée à Argus et Claudine et aux personnes seules de sa table. À l'unisson, ils s'écrient tous, on ne peut faire confiance à personne. Tiana était membre du clan Ehrenfeld. Elle était souvent félicitée pour ses exploits par ses professeurs à l'académie. Elle pensait que la magie servait aussi à mieux comprendre les autres. Mais les choses se gâtent lorsqu'elle découvre qu'Alex, son fiancé, passe du temps avec Lynn de la famille Delcote. L'un après l'autre, les deux l'accusent et l'insultent. Tiana décide alors de voler de ses propres ailes. Malheureusement, elle ne trouva pas de travail, car on n'avait pas besoin d'un magicien ou on ne pensait pas qu'une femme noble conviendrait. Elle s'est essayée au jeu, ce qui n'a manifestement pas fonctionné pour elle. De plus, elle n'a pas pu rejoindre une guilde parce que l'expression de son visage faisait fuir les gens. Le père Zem, quant à lui, venait d'une ville connue pour ses herbes médicinales et le culte du dieu de l'inspiration divine, Medley. Il a payé pour l'herbe pilchard collectée pour lui par une fille appelée Myril. Myril a fini par lui avouer qu'elle aimait ça. Il l'a rejetée parce qu'un ecclésiastique comme lui n'est pas autorisé à avoir des relations avec qui que ce soit. Pour se venger du refus du prêtre, Myril l'a accusé d'avoir payé pour ses services. Zem a été emprisonné pendant 3 mois, puis banni de sa propre maison. La femme de l'auberge dont il avait soigné le mal de dos au cours d'une soirée passionnée lui conseilla de tenter sa chance à la cité du labyrinthe en tant qu'aventurier. Quant à la dragonne, Curran, elle n'a pas dit un mot. Elle prétend que quelqu'un lui a volé quelque chose de très important. Il n'en faut pas plus pour que notre dragonne soit trop ivre. Nick rêve de se retrouver à nouveau devant Claudine. Il voit l'amulette et comprend qu'il s'agit d'une escroquerie. Soudain, le pauvre Nick se réveille et se retrouve au milieu d'une pièce. Ce n'est qu'un cauchemar. Il découvre qu'il se trouve avec les mêmes aventuriers que la veille. Tiana leur dit à tous qu'ils sont dans sa chambre. Alors que les 3 invités peu accueillants quittent la chambre de Tiana, Nick se souvient du visage d'Agathe. Nick pense que seuls, ils ne pourront pas gagner assez d'argent pour survivre, mais qu'ensemble, ils auront peut-être une chance. Le groupe se rassemble à la guilde des aventuriers et effraie la pauvre réceptionniste de la guilde par son intensité. Une femme plus expérimentée sort et identifie Curran comme le survivant qui a réussi à s'extraire d'un labyrinthe de niveau C. Elle demande le nom du groupe et Nick répond « Survivor ». Tout le groupe se met d'accord sur le nom. Ils se mettent d'accord sur 3 lois pour le groupe. Première loi, ne pas interférer avec les hobbies des autres survivants. Deuxièmement, il faut faire attention à l'argent. Et enfin, le plus important, revenir vivant, ou du moins avec un peu d'espoir. Les survivants commenceront avec un rangé. Cela signifie qu'ils n'auront accès qu'à 3 labyrinthes. Le premier est l'aqueduc collant. Ils doivent descendre dans le donjon et vaincre le boss s'ils veulent atteindre le rang F. Nick montre à Zem et Tiana les règles de l'aventure. Il leur présente le Slim, l'un des monstres les plus faciles. Il leur montre également l'objet en forme de cristal qu'ils peuvent piller pour gagner de l'argent. Il leur apprend également que s'ils n'éliminent pas les monstres et ne se débarrassent pas du Slim, toutes les autres créatures vivantes seront affectées. Le labyrinthe pourrait même s'agrandir. La confiance de Tiana en sa capacité à vaincre les gobelins et les orques la conduit à s'éclabousser le visage de bave et à s'écrouler sur le sol. Pour se venger, Tiana lance un sort de glace, mais elle touche accidentellement Curran. Heureusement, elle le bloque juste à temps. Tiana lui reproche de s'être mêlée de ce qui ne la regarde pas,
mais la dragonne rétorque qu'elle a essayé de faire confiance à Tiana. Cela provoque une rupture dans le groupe. Lorsqu'ils atteignent les derniers niveaux, ils voient une énorme bave, le boss du labyrinthe. Tiana s'élance avec sa magie de glace, mais la bave explose et recouvre tout. Après avoir tout nettoyé, le groupe en profite pour faire le point sur cette dernière aventure. Chacun a ses propres raisons d'être ici, mais une chose est sûre, ils ont tous été abusés par des personnes en qui ils pensaient avoir confiance. Zem prend l'initiative de révéler ses faiblesses en mêlée et en arcane. Sa force est d'être un guérisseur dans l'âme. Tiana s'incline devant Curant pour s'excuser. Elle explique qu'elle est une sorcière dont les meilleurs éléments sont le vent et l'eau. De ce fait, elle peut utiliser la foudre comme une combinaison des deux. Elle peut à peine utiliser la magie de la terre et la magie du feu n'est pas vraiment son point fort. Voyant que Tiana a froid, Curant souffle du feu pour la réchauffer. Les deux femmes commencent à reconstruire leur lien. Le prochain défi est la forêt des gobelins. Zem se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de combattre des monstres de type humanoïde. Tiana utilise la magie de détection pour en découvrir 10 autres au nord-est. Nick dit que malgré leurs compétences, ils doivent être prudents en raison de leur inexpérience en tant qu'équipe. Comme les orques sont résistants à la magie, Tiana a pour mission de les distraire, tandis que Zem s'occupe de leur donner des pouvoirs. Curant et Nick, quant à eux, attaquent. Ils ont besoin de la puissance d'attaque de Curant, car ils devront percer la peau de l'ORC. Ils rejoignent enfin leurs adversaires. Tout en marchant, Curant dit à Tiana qu'il n'a pas encore confiance en elle, mais que pour l'instant, ils sont dans le repère de l'ogre. À ce moment-là, Nick donne le signal de la course. Zem leur donne un coup de pouce tandis que Tiana lance des glaçons sur les orques et les gobelins. En courant, Curant pense que Tiana s'est excusée auprès d'elle et qu'elle est noble. Les nobles ne s'excusent jamais auprès de personne. Fort de cette conviction, Curant invoque les flammes de son épée et abat l'ogre. Nick pille les monstres. Il demande aux autres s'ils veulent essayer, mais Tiana refuse en invoquant la première loi. Nick explique que ce n'est pas un passe-temps. Ils doivent le faire s'ils veulent être payés. Curant s'accorde un moment de répit, mais elle est interrompue par Nick qui s'efforce d'enlever les cornes de l'ogre. Tous deux sont surpris de voir un pendentif en forme de cygne. Les dragons sont une race fière qui a un devoir particulier, servir l'homme qui deviendra le héros et sauvera le monde. Curant est arrivé à Labyrinth City et a failli être contraint de payer 10 000 $ à Dina pour un pendentif en forme de cygne, après avoir été accusé de l'avoir endommagé. Un chevalier blond, Kallio, lui expliqua qu'il s'agissait d'une astuce courante des escrocs. Curant croit en Kallio et partage tout avec lui. Au cours d'une mission visant à vaincre le serpent à peau, elle le vit briller en vert, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un poison paralysant. Kallio tua le serpent et prit tout, y compris son bien le plus précieux, le joyau du roi dragon. Ce bijou avait été fabriqué à partir des objets les plus précieux. Il avait été offert à Curant par son clan. Elle a usé de toute sa volonté pour le récupérer. Mais à son arrivée, elle découvrit que Kallio était parti sans elle. Kallio a dit à tout le monde qu'elle était morte dans le labyrinthe. Kallio a volé toutes ses affaires et l'a laissé mourir. En colère, elle détacha le pendentif de son cou. La recherche de Kallio devint la mission de sa vie. Elle finit par rencontrer Quintu, le dévoreur solitaire. Apparemment, il était si fort que la guilde l'autorisait à se rendre seul dans les labyrinthes. Curant fut attiré par lui et commença à le suivre partout où il allait, copiant même tout ce qu'il faisait. La dernière fois qu'elle l'a vu, il lui a conseillé de manger des crevettes et des champignons sautés. Il y avait un vide dans le cœur de Curant, mais grâce à lui, elle avait découvert que la bonne nourriture pouvait le combler. Malheureusement, cela signifiait qu'elle devait gagner de l'argent, car la bonne cuisine a besoin d'argent. C'est alors qu'elle a rencontré sa nouvelle équipe. Nick se sent coupable d'avoir cassé le pendentif et décide d'en chercher un autre. Pendant qu'il cherche un remplaçant, il rencontre Agatha et ils s'assoient ensemble à la fontaine où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il lui confie qu'il pense que Curant est en colère contre lui et qu'elle ne le montre pas. Agatha suggère qu'il parle. Il peut aussi lui demander où elle l'a acheté. Plus tard, Nick aperçoit Curant à un stand de Apognaki. Il le goûte, mais il est très épicé. Curant plaisante en disant qu'il ferait mieux de le mâcher, sinon les créatures vivantes au-dessus de l'Apognaki lui mangeront les entrailles. Alors qu'il est sur un pont avec Curant, Nick lui demande si elle aime les oiseaux. Oui, elle les aime. Vous savez, avec de la sauce ou du sel. Nick précise qu'il parle d'oiseaux vivants comme les cygnes. Curant répond qu'il ne sait pas parce qu'elle n'en a jamais mangé. Elle révèle alors qu'elle sait que Nick s'inquiète pour le pendentif. Elle lui assure qu'elle n'est pas vraiment folle. De retour à la taverne, les autres aventuriers les félicitent pour leur promotion au rang F.
Ils se rendent tous à leur table habituelle, Tiana ignorant ses prétendants. Curant n'aurait jamais imaginé retrouver la paix. Alors au diable ce pendentif du cygne, le réceptionniste de la guilde des aventuriers s'approche des survivants et leur demande s'ils peuvent fouiller le labyrinthe des liens. La vieille femme de tout à l'heure les convainc de prendre l'épée des liens. Après avoir résolu le problème de leur paiement, ils commencent à fouiller le labyrinthe, mais sont observés par quelqu'un. Ils se dirigent vers l'un des niveaux et tombent sur un chemin différent de celui qu'on leur avait conseillé de prendre. Nick vérifie et un chemin secret s'ouvre. Nick avance vers l'objet au centre, mais Tiana l'arrête et utilise sa magie de détection pour inspecter la pièce, à la recherche d'éventuels pièges. Ne trouvant rien, ils avancent prudemment. Après s'être approchés du centre, les lumières s'allument. Une voix commence à parler et ils se rendent compte qu'elle provient de ce qui semble être une épée. Ils se demandent de quel type d'épée il peut s'agir et celle-ci répond qu'elle n'est pas cassée. Alors qu'ils disent chercher la fameuse épée des liens, elle leur répond qu'elle est justement l'épée qu'ils recherchent. Zem tente une médiation avec l'objet, mais l'épée n'aime pas qu'on la qualifie de vieille. Lorsque Nick dit qu'ils vont l'emporter, l'épée demande s'ils ont l'intention de l'utiliser. Nick lui répond qu'il n'utilise que des épées courtes, et curant que son épée en os de dragon. L'épée leur demande alors ce qu'ils comptent en faire, et ils répondent qu'ils vont la vendre. L'épée tente de les dissuader et leur rappelle que la guilde l'a trompé et lui a menti. Nick prend l'épée et dit qu'il est désolé pour elle, mais qu'ils doivent manger. Après quelques discussions, l'épée s'excuse car son protecteur s'est réveillé. Pour pouvoir partir, ils doivent le vaincre. Le golem attaque et Tiana utilise un sort de glace. Curant tente d'en profiter, mais le golem l'attaque avec des éclats de glace. Tiana tombe au sol et Zem va la soigner. Nick leur dit de courir vers la sortie et tente de distraire la créature. L'épée lui dit de l'utiliser, et lorsqu'il la tient, une lame se forme. Elle dit à Nick de trouver Curant et de dire « Union » à haute voix. Mais rien ne se passe et Nick est projeté dans le trou d'où est sorti le golem. Tiana essaie de le geler, et cela fonctionne assez longtemps pour que Curant poursuive Nick. Zem et Tiana l'occupent pendant que Curant cherche Nick. Nick est coincé sous des décombres et elle commence à les déplacer. Pendant qu'elle le fait, Nick parle à nouveau du pendentif. Curant lui dit que c'est une bonne chose qu'il ait disparu, car c'était sa façon de s'accrocher au passé, au lieu de regarder ce qu'il a maintenant. L'épée s'allume et dit à Nick d'essayer à nouveau. À l'étage, Tiana et Zem commencent à manquer d'énergie et sont sur le point d'être tués par le golem. Soudain, une nouvelle figure apparaît pour les sauver, à savoir la fusion de Nick et Curant. Le golem commence à se reconstituer tandis que l'épée leur parle du noyau. La fusion utilise un coup pour détruire le noyau d'un seul coup. Ils tombent alors au sol, se séparant en Nick et Curant, tous deux épuisés. De retour à la guilde, le groupe fait passer une réplique pour la véritable épée et ajoute un nouveau membre à leur groupe, Kizuna. Apparemment, l'épée peut prendre une forme humaine. Une fois rentrés chez eux, ils partagent l'argent, y compris une partie pour Kizuna. Puis chacun part de son côté pour vaquer à ses occupations. Tiana invite Kizuna à condition qu'elle ne se plaigne pas de la façon dont elle dépense son argent, et s'amusent ensemble. Cette nuit-là, ils rêvent tous de leur vie d'avant. En particulier, Tiana rêve de son maître d'académie, dont la carrière a été accidentellement ruinée par son ambition, et Nick rêve de son ex Claudine. Leur rêve s'avère être involontairement causé par la télépathie de Kizuna. Pendant la chasse aux monstres, Kizuna révèle qu'il possède les compétences d'épée de tous ses anciens utilisateurs. Alors qu'il est au restaurant avec Curant et Kizuna, Nick voit Claudine essayer de voler de l'argent à un jeune homme en utilisant la même arnaque que celle qu'elle a utilisée avec Nick. Claudine s'en va après que Nick l'ait démasqué. Plus tard, Claudine provoque une dispute entre Nick et le chef de son équipe, Léon, le chef des Iron Tigers. Cependant, Léon révèle à Nick qu'il va bientôt se débarrasser de Claudine parce qu'elle l'a rendu riche, mais que ses escroqueries attirent trop l'attention. Il félicite également Nick d'avoir formé son équipe de survivants, car il suppose que Nick les arnaque pour obtenir de l'argent. Entendant cela, Nick le frappe pour avoir suggéré qu'il trahisse ses premiers vrais amis. Le chef de guilde les interrompt parce qu'un combat de rue n'est pas approprié pour des aventuriers de carrière. Au lieu de cela, Léon défie Nick dans un combat traditionnel de mathématiques à main nue. On lui explique que les mathématiques à main nue impliquent 10 rounds de pugilat. Nick et Léon se battent pendant que Curant et Claudine résolvent des questions de mathématiques pour conclure chaque round. Celui qui répond correctement au plus grand nombre de questions gagne un coup de poing gratuit pour son adversaire. Curant panique car elle n'est pas douée en maths. Zem découvre que les Iron Tigers ont l'intention de tricher en utilisant un membre de leur groupe, Beg. Au cours des premiers et deuxièmes tours,
Curant perd contre Claudine, et Nick reçoit 2 coups de poing. Les autres survivants ne trouvent Beg nulle part, Curant perd donc le 3e round et Nick est à nouveau frappé. Les survivants soupçonnent Beg d'attendre les prochains rounds pour continuer à tricher. Pour le forcer à se présenter, Tiana suggère de répondre à toutes les questions en une seule fois, et même si Curant perd, Nick ne sera frappé que cette fois. La directrice Vilma accepte, et Claudine utilise des cristaux de télépathie pour obtenir les bonnes réponses de Beg. Beg est finalement découverte par les survivants, qui démasquent également le cristal de télépathie de Claudine. Les escrocs sont arrêtés et Claudine pleure, révélant qu'elle n'a jamais voulu être une criminelle et qu'elle déteste ce qu'elle est devenue. Curant est heureux d'avoir appris les mathématiques, car elle est maintenant capable de trouver les meilleures réductions sur les menus des restaurants. Pendant ce temps, Léon est interrogé sur un trésor qu'il a dérobé il y a des années dans un labyrinthe, à savoir l'épée de l'évolution ruineuse. Ailleurs, Tiana, Nick et Kizuna s'amusent dans un casino, qui est attaqué par Léon à la recherche de Nick, qui a utilisé l'épée pour s'échapper et se transformer en monstre. Léon, dont l'odorat est désormais capable de détecter les mensonges, menace Tiana de découvrir où se trouve Nick. L'odorat de Léon lui indique que Tiana ne croit pas que Nick la sauvera, et il décide donc de la tuer. Cependant, Nick la sauve avec Kizuna sous sa forme d'épée de liaison, surprenant Tiana. L'épée de Léon évolue encore et prend le contrôle de son corps, se déchaînant sauvagement alors que Léon le supplie d'arrêter. Tiana et Nick prouvent leur véritable amitié en utilisant leur pouvoir pour fusionner en un seul corps. Léon, malgré sa haine des humains, refuse de croire qu'il est vraiment une personne maléfique et permet à Tiana et Nick de le recouvrir avec les cartes à jouer anti-magiques du casino, le ramenant à la normale. L'épée de l'évolution est scellée et Léon retourne en prison convaincu qu'il n'est pas mauvais, surtout lorsque Nick révèle qu'il a évité de tuer quelqu'un même lorsque l'épée le contrôlait. Agathe rencontre Nick plus tard et est impressionnée par ses progrès, mais Nick s'inquiète pour elle car elle a récemment annulé tous ses concerts et ses apparitions publiques. Agathe explique que son vrai nom est Belle Aguin et qu'elle était chanteuse dans le bar de son petit ami Denis, jusqu'à ce qu'un producteur de musique découvre son talent et en fasse une idole. Elle est tombée amoureuse de ce style de vie, mais a commencé à se sentir insatisfaite de Denis, en particulier lorsqu'il a commencé à emprunter son salaire pour jouer, prétendant que c'était pour sauver son pathétique bar. Un jour, dans un casino, elle a vu Tiana gagner facilement tout l'argent de Denis avant d'aider Nick à vaincre Léon, ce qui a poussé Agathe à idolâtrer Tiana comme sa championne. Dans le présent, Agathe rompt avec Denis et recommence à organiser des concerts, attribuant son retour à son paladin, mais Nick se rend compte que c'est lui et Tiana qui ont uni leurs forces avec le pouvoir de Kizuna. Quelques jours plus tard, Agathe retrouve Nick, persuadée qu'ils resteront de bons amis. Grâce à la journaliste d'aventure Olivia Taylor, Kizuna devient obsédée par les Stepping Men, un monstre capable de sauter par-dessus les toits et d'enlever des gens. Plus tard, Zem, Kizuna et Nick empêchent les Stepping Men de kidnapper une jeune fille nommée Rena. Découvrant que Stepping Man est en fait un humain qui utilise la magie de l'invisibilité, les survivants décident de le capturer. Ils confirment que Stepping Man a une prime pour sa capture, mais la guilde des mercenaires insiste pour capturer d'abord une prime moins importante, Hale Hardy, un assassin présumé. Le mercenaire H, furieux que les aventuriers aient accepté le travail de mercenaire, fait un pari avec Tiana sur le succès de la capture de Hale. Les survivants traquent Hale jusqu'au bidonville où Zem, en tant que guérisseur, est troublé par les conditions de vie de nombreux malades, drogués et mourants. Après avoir capturé Hale, les survivants confrontent le docteur Nalgava, un autre ancien prêtre qui a soigné Hale pour la maladie du démon jaune. Interrogé sur les Stepping Men, Hale révèle qu'il a vu Olivia dans les bidonvilles parler aux enfants. Ils ne peuvent ignorer le comportement suspect d'Olivia et la confrontent pour lui dire qu'elle est l'homme qui... Olivia s'échappe en sautant par le toit de l'immeuble, comme le font les Stepping Men. La mère de Rena, Ada le sommelier, une aventurière à la retraite, est reconnaissante aux survivants de l'avoir sauvée. Rena demande à devenir la disciple de Zem, mais celui-ci refuse, révélant que son expérience passée lui a donné la phobie des filles. Ada décide alors d'entraîner les survivants à affronter les Stepping Men, c'est-à-dire de leur enseigner les techniques du Light Body pour le vol et du Heavy Body pour la force. Après avoir rencontré à nouveau les Stepping Men, Nick doute qu'il s'agisse vraiment d'Olivia. Soupçonnant que les Stepping Men utilisent un artefact magique, Nick demande conseil à Léon et découvre que l'artefact le plus probable est la gemme du roi de l'illusion. Ces illusions sont facilement brisées en confrontant l'utilisateur par son nom, ce qui signifie qu'Olivia n'est certainement pas l'homme. Olivia les attaque plus tard, croyant que Nick est l'homme de la situation. Après avoir confirmé que ni l'un ni l'autre ne sont les Stepping Men, Olivia admet que les Stepping Men étaient son titre d'aventurière avant de devenir reportée,
ce qui signifie que les Stepping Men utilisent son titre et ses compétences pour la piéger. En examinant une jeune fille morte, l'une des victimes des Stepping Men, il trouve un fragment de la gemme illusion destiné à masquer son identité. Une fois le fragment retiré, la jeune fille se révèle être Martha, la fille d'un forgeron qui était soigné pour la maladie du démon jaune. Zem pense savoir qui est l'homme. Peu après, les survivants affrontent les Stepping Men et finissent par briser ses illusions en prononçant son nom, à savoir Dr Nalgava. Son obsession pour la guérison de la maladie du démon jaune a commencé à la mort de sa fille. La maladie étant généralement transmise par voie sexuelle, Nalgava s'est laissé emporter par des rumeurs sur la façon dont sa fille avait été infectée. En faisant des expériences sur des garçons kidnappés, Nalgava a prouvé que la maladie pouvait également être transmise par contact avec du sang infecté. Zem le confronte à la douleur qu'il a causée aux parents de ses victimes, mais Nalgava ne se repent pas. Un guerrier en armure appelé Masque Blanc tente soudain de tuer Nalgava et les survivants pour garder la vérité cachée. Curran et Tiana sont blessés et Olivia distrait le Masque Blanc, identifiant son armure comme une relique semblable à Kizuna. Nick et Zem font équipe en utilisant la capacité de Kizuna et parviennent à poignarder le guerrier. Amusé qu'il est blessé, le mystérieux guerrier épargne leur vie et disparaît. Blessé par les décombres et infecté par la maladie du démon jaune, Nalgava choisit de mourir lorsque le bâtiment s'effondre. Puisque le Masque Blanc utilise une relique et qu'il est sans doute contrôlé par un maître puissant, Olivia révèle aux survivants qu'elle est elle aussi une relique d'une arme comme Kizuna, l'épée de guerre anti-démon-dieu. Après avoir vaincu les Stepping Men, les survivants entrent dans un état de dépression. Nick se souvient de sa rencontre avec Argus, qui l'a sauvé du bandit qui a tué ses parents. Pendant ce temps, Zem reprend la clinique de Nalgava dans les bidonvilles, et Tiana se remet à jouer, mais elle n'y prend plus plaisir. Lorsque les survivants se retrouvent, l'incertitude règne sur ce qu'il faut faire. Curran commence à ruminer Kallio et se demande si elle ne devrait pas l'oublier et passer à autre chose. Olivia, de son côté, découvre des preuves que le dieu démon sombre reviendra bientôt, avec le Masque Blanc impliqué d'une manière ou d'une autre, et elle enquête également sur le marché noir qui a vendu la gemme du roi illusoire à Nalgava. Pendant ce temps, Curran s'intéresse au marché car c'est peut-être là que Kallio a vendu sa gemme du roi dragon, et ses amis lui promettent de l'aider si elle veut un jour retrouver sa gemme. Les survivants décident de découvrir la conspiration, de démasquer le Masque Blanc et d'empêcher le retour du dieu démon noir. Curran se trouve également un admirateur, à savoir une fille-chat qu'il a sauvée plus tôt du même marchand véreux dont Kallio l'avait sauvée. Kizuna et Olivia, deux artefacts immortels, reconnaissent que leurs nouveaux amis ont le potentiel de vaincre le Dark Demon God, mais qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.